Bonsoir à tous. Pour une fois, on va commencer à l'heure. En effet, on est obligé de rendre la salle pour 10 heures. Et comme il y aura plein de questions, il vaut mieux qu'on ne respecte pas les 5 minutes habituelles d'attente. D'autant que le maire de Molsheim, M. Flours, est déjà arrivé. Donc je le salue. Oui. Comme je salue le docteur Barcher, le maire de Roto. Donc bienvenue à vous tous et merci pour votre fidélité. On remercie en particulier le trèfle, Jean-Marc Chérel, Camille et Chloé. Vous savez sans doute que mon ami René Lesgus a vendu le trèfle à une société bretonne qui est basée à Rennes et qui s'appelle Cinéville. C'est une société qui détient 20 groupes comme le trèfle en France. On nous a rassurés pour la continuité de nos conférences. Comme vous le savez, nous avons décidé de consacrer le deuxième semestre 2024 et le premier semestre 2025 à la commémoration du 80e anniversaire des débarquements, de la libération et de la victoire. Nous allons le faire de deux manières, par une publication sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, et par un vaste cycle de conférences avec un regard nouveau et actualisé sur cette période d'un point de vue militaire évidemment, mais aussi en effectuant une plongée dans les sociétés alsaciennes et françaises, le ressenti de la population, la place des femmes dans la résistance, l'état des lieux à la libération, l'épuration, etc. Vaste programme. Habituellement, nous abordons la grande histoire à partir de l'histoire locale, comme nous l'avons fait lors de la première conférence de ce cycle, en parlant des incorporés de force dans la Kriegsmarine avec le professeur Grandhomme. Ce soir, nous allons inverser le processus en parlant d'une personnalité historique hors norme, mais méconnue, le général de Lestrin. Nous verrons qu'il a de nombreux liens avec l'histoire locale. Nous découvrirons successivement sa brillante carrière militaire pendant les deux guerres, sa passion pour les blindés qu'il n'a cesse de promouvoir dans l'entre-deux-guerres. Ainsi promu général, il aura sous ses ordres un certain colonel de Gaulle, notamment à Metz en 1936 et en Haute-Alsace pendant la drôle de guerre. On verra aussi son engagement dans la résistance en devenant chef de l'armée secrète à la demande du général de Gaulle et de Jean Moulin. On verra son arrestation puis sa déportation en passant par Fresnes, le Struthof où il séjournera comme Nachtknebel de mars 1944 à septembre 1944, puis à Dachau où il côtoie d'autres grands résistants comme Edmond Michelet, Monseigneur Piguet, mais aussi le chanoine Borner de Molsheim et le docteur Hickel que nous connaissons très bien grâce aux deux conférences qu'avait fait son fils Jean présent dans la salle. Il sera malheureusement exécuté en avril 1945, quelques jours avant la libération du camp. Il sera nommé compagnon de la libération à titre posthume et son nom sera gravé en lettres d'or au Panthéon le 10 novembre. Malheureusement, cette date était un jour après la chute du mur de Berlin, donc c'est presque passé inaperçu. Le conférencier de ce soir est officier d'active au sein de l'armée de terre, mais aussi docteur en histoire de l'université de Lorraine. Il enseigne auprès des écoles supérieures de l'armée de terre. Ses travaux portent sur les deux guerres mondiales en général et sur l'armée blindée, cavalerie en particulier. Séduit par la personnalité et l'engagement exemplaire du général de Lestrin, il a rédigé, après un remarquable travail d'historien, une biographie complète pour le remettre en lumière et lui rendre l'hommage qu'il mérite. Outre ses qualités, il nous fait l'honneur d'être membre du comité de la Cham. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Jean Bourca. Merci. Monsieur le maire de Molsheim, monsieur le maire de Roto, monsieur le président de la Société d'histoire de Molsheim, cher Guy, chers amis, chers passionnés d'histoire, d'histoire locale, mais aussi d'histoire de France et ce soir un peu plus d'histoire militaire. Je me propose en effet de m'inscrire complètement dans le cycle du 80e anniversaire de la Libération qui précédera l'année prochaine le 80e anniversaire de la victoire ou des victoires pour vous placer dans un environnement à la fois chrono, le temps et thématique. Donc on va faire un petit voyage dans l'histoire de France mais de manière assez courte et surtout dans cette histoire militaire qui est très riche, passionnante, souvent douloureuse et dramatique. Cette histoire de France qui va comprendre deux guerres mondiales,
Et grosso modo, ce soir, je vais vous parler de cet environnement entre 1900 et 1945, mais pas pour vous faire un cours d'histoire, rassurez-vous, mais pour m'appuyer sur une personnalité du monde militaire, du monde de la résistance, du monde de la nuit également, comme le dira quelques années plus tard, après sa mort, un certain président de la République, pour évoquer aussi un engagement, et évoquer et faire réfléchir, vous faire réfléchir sur le sens de l'engagement dans une carrière, quelle qu'elle soit, et pourquoi pas dans une carrière qui peut aussi amener à faire d'autres choix dans une posture qui est celle de la clandestinité. Voilà, donc je vais désormais m'asseoir et puis vous proposer très simplement de vous emmener dans ce voyage chrono-thématique pour faire des allers et retours aussi avec cette histoire locale, car vous verrez qu'il y a un certain nombre de liens, parfois des liens dramatiques, entre notre Alsace et Charles de Lestrin. Voilà, donc Charles de Lestrin est un homme de son temps. Il est né dans le Pas-de-Calais en 1879, dans une famille du nord de la France. Il est bercé dans cet environnement de la fin du XIXe siècle qui, vous l'imaginez, est bercé par, d'une part, la défaite de la guerre de 70-71, et puis par la présence de cette frontière nouvelle, cette frontière meurtrie, qui va séparer une partie du territoire français et de la France, donc cette fameuse annexion de l'Alsace-Moselle. Donc lui, c'est pas un enfant de l'Est, c'est un enfant du Nord. Et dans sa jeunesse, il va être bercé par l'amour de ses parents, dans un environnement catholique croyant. Et il va faire une carrière de jeune enfant, de jeune étudiant, je dirais classique. Ce qui est moins classique, c'est que à partir de 1900, il va très rapidement s'engager dans la voie militaire et s'orienter dans ce qui va devenir pour lui un engagement dans une vie officielle au service de son pays, mais aussi un peu plus tard dans une vie clandestine. Et je voudrais simplement, un peu en guise d'introduction, rappeler la phrase qui a été trouvée dans une de ses lettres lors de recherches, dans les papiers laissés par lui auprès de sa famille. Une lettre qu'il écrit en 1943, lorsqu'il est dans les prisons de Fresnes, à Paris, après avoir été arrêté par la Gestapo. Une simple phrase, il dit ceci: « Je n'ai agi que par devoir envers Dieu et mon pays. » Et comme me l'avait dit un jour un professeur d'histoire en m'écoutant, il me disait « Mais vous savez, aujourd'hui, dire qu'on agit que par devoir, c'est déjà compliqué. Mais alors si on rajoute en plus « Je n'ai agi que par devoir envers Dieu et mon pays », là, c'est un véritable challenge. » Donc voilà ce qu'écrivait Charles de Lestrin en 1943. Et l'objet de mon propos, c'est bien de vous emmener dans ce paysage à la fois militaire, mais aussi patriotique. Donc cette première partie de carrière militaire donc, va se jouer à Saint-Cyr, cette fameuse grande école de formation des officiers d'active. Il va rejoindre une promotion qui va comporter à la sortie de sa scolarité environ 550 Saint-Cyriens, qui vont rejoindre pour l'essentiel l'infanterie. Et dans sa promotion, il aura deux noms qui deviendront des officiers célèbres, parmi d'autres, un certain Charles Hunsinger, qui aura un rôle important pour la Seconde Guerre mondiale, et puis un autre, Henri Giraud, sur lequel on reviendra un petit peu. Donc, vous le voyez sur cette photo, après une scolarité militaire perturbée, parce qu'il va être obligé de redoubler son année à Saint-Cyr. Et pourquoi ? Pour des raisons de santé, il va se blesser. Et vous savez que lorsqu'on se blesse à cette époque-là, la principale activité, on va dire, des militaires, c'est quand même de marcher donc, et de mener ces hommes au combat avec des moyens motorisés, vous l'imaginez, évidemment, absents ou extrêmement réduits. Donc le fait d'être blessé à Saint-Cyr va l'obliger de redoubler. Et puis ensuite, il va quand même être porté par cet environnement familial que j'évoquais, patriotique de nord de la France, et il va choisir de servir dans une subdivision qu'on appelle les chasseurs à pied, les fameux diables rouges, ou diables noirs plutôt, de la Première Guerre mondiale, au sein du 16e bataillon de chasseurs à pied à Lille. Et là, il va suivre, de manière assez classique, une carrière de jeune lieutenant à la tête d'une section. Le seul problème, autre incident, il va de nouveau se blesser. Et c'est 3 ou 4 blessures successives, je vous demande de le retenir, parce qu'en fait, vont l'aider à forger son caractère au fil de sa vie et au fil de sa carrière.
Donc, il mène sa carrière classique de jeune lieutenant dans son bataillon qui se trouve dans le nord de la France. Et en 1914, finalement, sa carrière est mal engagée, puisque le fait d'être inapte ou exempt d'activité physique, ça veut dire qu'il est en particulier exempt des grands rendez-vous que sont les manœuvres d'automne, rendez-vous incontournables de tous les régiments de l'époque. Et il est mis un petit peu sur la touche pour s'occuper notamment de ce qu'on appelle des affaires de la fourre. Donc il n'est pas tellement dans une dimension opérationnelle. Donc en 1914, il est tout juste promu capitaine à l'ancienneté après plus de 10 ans comme lieutenant. Et on peut se dire, eh bien, sa carrière est terminée, il va falloir qu'il pense à faire autre chose. Mais comme il ne se résigne pas, autre point de caractère, il décide de préparer le concours de l'école supérieure de guerre et d'intégrer ce concours. Cette école supérieure de guerre est, après un passage classique à Saint-Cyr, eh bien l'option incontournable pour continuer une carrière militaire brillante, ou du moins potentiellement brillante. Il réussit le concours, et 1914, vous le savez que c'est le début d'une autre aventure douloureuse. Il va être promu capitaine, il va être muté du 16e bataillon de chasseurs à pied au 18e bataillon de chasseurs à pied. Et en août 1914, quelques jours après la déclaration de guerre, il prend la tête d'une compagnie de réservistes et il est engagé, comme bien d'autres militaires français à l'époque, dans ce qu'on va appeler la bataille des frontières. Durant cette bataille des frontières, en août 1914, il va faire un coup de main particulièrement audacieux et surprendre un détachement allemand dans la région de Charleville-Mézières, que l'on devine un petit peu sur ce plan, fait de sa main un peu plus tard, et j'y reviendrai. Donc durant ce coup de main, il arrive à coincer des Allemands, et c'est un succès très important pour lui, pour sa compagnie, évidemment pour son bataillon. Il va d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant dans toutes ces rencontres progressives, il va d'ailleurs en rendre compte à ses chefs, et parmi ses chefs se trouve le général Mangin, qui commande une brigade d'infanterie, et puis un certain colonel Pétain, qui commande une autre brigade d'infanterie, dont il dépend. Et d'ailleurs, le général Mangin témoignera bien après la guerre de la solidité morale dont avait fait preuve ce jeune capitaine à la tête de sa compagnie. Mais cette surprise d'Èbe, en fait, a qu'une courte durée, puisque les combats d'août 14, comme vous le savez, sont terribles dans le nord et l'est de la France, et il va, à son tour, lui-même et sa compagnie, tomber dans une embuscade. Il va être blessé, fait prisonnier, et démarre alors pour lui ce que d'autres diront une période de sa vie qui va l'insérer dans ce qu'on appelle les méconnus de la Grande Guerre. C'est-à-dire qu'en fait, le reste de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale, il va le passer pendant 51 mois dans un camp de prisonniers en Allemagne. Alors vous me direz, une fois de plus, sa carrière se termine. C'est peu glorieux. Bon, il est resté très longtemps lieutenant, et puis il fait un coup de main audacieux au mois d'août, mais il est fait prisonnier comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres, dont un certain Charles de Gaulle, 2 ans plus tard, j'y reviendrai également. Mais, une fois encore, il ne se résigne pas. Et plusieurs témoignages ou lettres laissées à sa famille montrent que, malgré sa posture de prisonnier, il va faire l'effort et prendre le temps de parler allemand, d'apprendre l'allemand, de parler russe, d'apprendre le russe avec des prisonniers russes, de parler anglais avec des prisonniers anglais. Et on se dit qu'en 1918, finalement, il va retrouver la liberté, mais il va finalement se retrouver sur la touche. Eh bien non, il intègre avec ses camarades survivants de la Première Guerre mondiale l'école supérieure de guerre, donc à Paris. Et pendant ces 2 ans, il va apprendre un nouveau métier pour l'amener dans d'autres responsabilités d'officier supérieur. Et là, au contact de ceux qui ont fait la guerre, de tous ces récits, il va se découvrir une passion pour ce qu'on appelle une arme nouvelle. Cette arme nouvelle, parmi d'autres, qui est née pendant la Première Guerre mondiale, qu'on appelle le char ou le tank pour les Anglais. Ce char est apparu sur le champ de bataille français en 1916, la fameuse bataille de Berry-au-Bac. Et ce n'est pas la seule arme nouvelle, bien sûr. Vous savez que l'aéronautique militaire, dite l'aviation, apparaît aussi pour la Première Guerre mondiale. D'autres armes nouvelles apparaissent comme les gaz de combat, etc. Lui, en tout cas,
toujours chasseur à pied, dans ses unités d'élite, subdivision d'élite de l'infanterie, il décide de rejoindre les chars de combat. Après un temps relativement rapide, en état-major à Paris pendant 2 ans, où il va continuer à travailler son allemand, à travailler au sein d'un bureau international pour s'occuper d'un certain nombre de règlements après la guerre. Il va aussi profiter de sa dextérité en allemand pour traduire un ouvrage d'un certain général von Kluck, qui était un des généraux d'armée qui jouera un rôle important, mais décevant, on va dire, pour l'armée allemande en 1914. C'est le fameux général qui prendra l'initiative de contourner Paris au lieu de foncer sur Paris. En tout cas, après avoir traduit cet ouvrage, le commandant, cette fois-ci de l'Estrin, eh bien, est amené à cocher la case, on dirait aujourd'hui, c'est celle de prendre la responsabilité d'un commandement. Et donc, il n'est pas rancunier, il demande à choisir non seulement les chars de combat, mais il demande spécifiquement à servir en Allemagne. Il va se retrouver au sein du 517e régiment de chars de combat, à Duren, donc dans cette zone d'occupation. Comme vous le savez, après la Première Guerre mondiale, les Français sont très présents sur la partie droite du Rhin. Et il va participer, non pas à mettre en œuvre ces chars pour aller affronter un autre ennemi, mais il va les mettre, ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans une configuration de maintien de l'ordre. Donc pendant 2 ans, il va commander son bataillon, et puis il va revenir ensuite à Paris pour prendre d'autres responsabilités et puis faire d'autres rencontres. Cette rencontre, elle se déroule à l'école des chars de combat, ou l'école d'application des chars de combat. Elle portera plusieurs noms de l'entre-deux-guerres, à Versailles, en 1928. Il va se retrouver donc l'adjoint d'un certain colonel Frère, qui jouera un rôle important en France, dans les combats de 1940, et puis ensuite dans la résistance, jusqu'au Struthof. On en parlera aussi un peu plus loin. Donc, lorsqu'il se retrouve comme le bras droit, l'adjoint du colonel Frère à Versailles, il est reconnu déjà comme quelqu'un de brillant, gardant en toutes circonstances, je lis dans ses notes qui ont été établies dans son dossier, il est capable de garder en toutes circonstances son calme et la précision de ses décisions. Durant ces quelques années où il est l'adjoint du colonel Frère, il se passionne de plus en plus pour cette arme nouvelle. Il développe, non pas des théories, mais quelques principes, on dirait aujourd'hui pédagogiques, pour enseigner et faire pratiquer cette arme nouvelle. Alors cette arme nouvelle, ne nous trompons pas, vous l'avez vu sur la photo précédente, en 1928, l'arme nouvelle de 1950. C'est toujours le char dit modèle FT, le char Renault FT ou FT-17. Et vous voyez que là, je rentre dans une des problématiques importantes de l'entre-deux-guerres, c'est que faire de ces chars, que faire de l'arme nouvelle, quelle posture adopter, quel concept développer, quel règlement mettre en œuvre pour faire en sorte que ces chars soient utilisés, non pas de manière statique, à l'image de la défense de la ligne Maginot, par exemple, à partir des années 30, mais au contraire, comme un point d'acier dans une dominante offensive. Alors, donc le commandant, lieutenant-colonel, et puis bientôt colonel de l'Estrin, poussé par ses chefs par une notation brillante, va prendre le commandement, cette fois-ci, non plus d'un bataillon, mais d'un régiment de chars de combat. Nous sommes en 1932, 1936, nous sommes à Vannes, nous sommes en Bretagne, et sur la photo, vous voyez derrière le colonel de l'Estrin, au milieu, vous voyez les chars, c'est toujours les chars Renault FT-17. Donc, par cette photo, outre la personnalité de son chef de corps, vous voyez que le matériel évolue que difficilement, pour plusieurs raisons. J'avais pu voir dans un document très intéressant dans les archives détenues par le service historique de la Défense, un document d'état-major où on voit en 1919 un officier faire une fiche pour son chef. Et la question de son chef, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces chars de la Première Guerre mondiale? Bon, la réponse de son officier traitant, c'est de dire, en gros, faisons table rase non pas du passé,
mais faisons table rase du présent. Donc de manière un petit peu iconoclaste, il propose de tout mettre à la poubelle. Vous avez bien compris qu'à partir de 1918, les préoccupations de l'armée française et les préoccupations du politique sont d'abord de reconstruire le pays. Alors, petite parenthèse aussi, j'avance un petit peu dans la chronologie. Vous voyez derrière le colonel de Lestrin un drapeau, on dirait. On parle plutôt d'un étendard dans la cavalerie ou dans les chars de combat. C'est celui du 505e régiment de chars de combat, qui a déjà une histoire qui, à l'époque, évidemment, n'est pas connue. Et c'est celle qui va se matérialiser pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Je fais une petite digression parce que c'est très intéressant. Cet étendard, en 1940, pour échapper aux Allemands, le lieutenant-colonel qui commande le détachement où se trouve cet étendard, cet emblème, un certain lieutenant-colonel Hahn, un Alsacien, eh bien, décide de couper ce drapeau en 50 morceaux. Il confie un petit morceau, nous sommes donc en juin 1940, après la défaite, il confie chacun de ces petits morceaux à un des officiers, il leur fait prêter serment de rendre tous ces morceaux lorsque la victoire sera de nouveau là. Eh bien, 1946, 45-46, le serment est tenu, et tous les officiers, à l'exception de 2 qui sont décédés pendant la période eh bien, de la Seconde Guerre mondiale, rapporteront ce morceau de étendard, et il sera de nouveau recousu et représenté ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Voilà une petite digression sur un emblème qui vous est présenté ici. Alors, de manière classique, je dirais que le colonel de Lestrin poursuit sa carrière militaire au gré des évolutions évidemment françaises et internationales. Vous savez très bien que l'entre-deux-guerres est une période politique compliquée au niveau national, au niveau international. Mais pour rester un peu dans le champ militaire, vous savez aussi qu'à partir des années 1933 et 35 et plus précisément 36, nos voisins de l'Outre-Rhin s'intéressent aussi à cette arme nouvelle, celle du char. Et à partir de 1936, les Allemands sont en capacité de mettre en œuvre déjà ce qu'on appelle des grandes unités blindées, les fameuses Panzerdivision qui nous feront tant de mal en 1940. Or, en France, rien n'existe pour l'instant de tout cela. En revanche, des hommes y réfléchissent et des hommes essayent de théoriser non seulement des concepts parfois un peu fumés, mais en tout cas de concevoir comment la bataille pourrait se mener avec ces fameux chars et pour répondre en particulier à comment les utiliser. Alors comment les utiliser, c'est évidemment avec des hommes, bien sûr, il faut équiper ces chars de personnel, mais aussi qu'en faire. Et la grande question, c'est faut-il les mettre en œuvre pour accompagner l'infanterie, donc les fantassins qui sont sur le champ de bataille, ou au contraire, faut-il les regrouper à l'image d'un point d'acier pour percer les défenses ennemies. Donc sans rentrer dans les détails techniques des différents modèles présentés, c'est vraiment un problème majeur dans l'entre-deux-guerres pour l'armée française, au sein d'un certain nombre de tiraillements entre ceux de l'infanterie, ceux de la cavalerie ou ceux de l'artillerie, car l'arme du char a bien été mise en œuvre d'abord par des artilleurs pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est ce qu'on appelait l'artillerie d'assaut. Alors, en 1936, eh bien, le colonel de Lestrin est promu général. Alors, il est promu général avec des notes particulièrement élogieuses. Il a mis en œuvre un certain nombre d'expériences, c'est le terme que l'on employait à l'époque, pour parler de manœuvres. Il met en œuvre des moyens sur des champs de manœuvre. Et d'ailleurs, il se fait tirer l'oreille 2-3 fois parce que, par ses chefs et son général, car il propose des solutions qui ne sont pas du tout dans la doxa de l'époque. Mais bon, comme finalement sa manière de travailler est plutôt perçue par ses chefs, on lui pardonne quelques écarts. Et je vous ai parlé d'un certain nombre de rencontres en 1914 avec Mangin et Pétain, en 1928 avec un certain Frère, et bien là, en 1936-37, c'est un autre qui s'appelle Charles de Gaulle. Et le général de Lestrin, qui vient de prendre le commandement d'une brigade de chars à Metz, va avoir sous ses ordres le colonel de Gaulle,
qui commande, à partir de 1937, un des 3 régiments de la brigade. On dirait aujourd'hui d'ailleurs la brigade de l'Estrin, donc la brigade comportée de 3 régiments de chars, le fameux régiment de chars de Montigny-les-Metz. Alors, ce qui était très intéressant pour s'arrêter un petit peu sur la personnalité de l'Estrin et la personnalité de De Gaulle, c'est que les 2 hommes ne se connaissent pas, a priori, avant. De l'Estrin a certainement entendu parler de De Gaulle par ses écrits. Vous savez que De Gaulle est déjà connu à partir des années 30 et en particulier 35 par un certain nombre d'ouvrages. C'est un personnage entier qui ne plaît pas forcément toujours à ses supérieurs, mais en tout cas, il a cette capacité ou ce génie à prendre en compte les bonnes idées des autres et en tout cas à les synthétiser dans un ouvrage en particulier connu qui s'appelle « Vers l'armée de métier » en 1935. Donc les 2 hommes, de l'Estrin et De Gaulle, s'entendent bien et partagent les mêmes idées sur l'emploi de cette arme nouvelle qui devient un peu plus sophistiquée. Vous voyez un autre type de blindé là, qui est présenté sur la photo. Les choses ont quand même un peu évolué depuis 1916, en particulier depuis 1918. Et les 2 hommes, les 2 officiers se rencontrent souvent, participent à des manœuvres à Metz, qui est la plus grande garnison de France, avec à sa tête un gouverneur qui s'appelle le général Giraud, donc camarade de promotion de Charles de l'Estrin, et d'autres chefs qui auront une vie célèbre, un certain Jean de Lattre de Tassigny, qui commande à cette époque-là aussi à Metz un régiment d'infanterie. Donc vous voyez dans cette pépinière militaire de Metz, mais en même temps de cette complexité à la fois politique et nationale, les choses se passent dans un environnement compliqué. En tout cas, pour de l'Estrin, la fin de sa carrière arrive, puisque en mars 1939, et c'est cette photo qui vous est présentée, eh bien, Charles de l'Estrin, général de brigade, général 2 étoiles, est appelé, ce qu'on appellerait à la retraite, en clair, à quitter le service actif pour entrer dans le corps des officiers généraux en 2e section. Donc, en mars 1939, on peut dire, finalement, un peu comme en début 1914, finalement, les affaires s'arrêtent là, la carrière a été honorable, mais rien de plus. Et comme vous le savez, évidemment, quelques mois plus tard, les choses dégénèrent, sans rentrer trop en détail sur l'environnement international, mais vous savez que les choses se compliquent. Et en tout cas, donc à partir de mars 1939, pour Charles de l'Estrin, il est question, pour lui, de prendre une retraite, on va dire, méritée, et il décide de reprendre l'affaire de son beau-père ayant on dirait aujourd'hui une station cure, une station thermale dans le nord de la France. Eh bien non. Vous savez que le 1er septembre 1939, il se passe un certain nombre de choses. Le 2 septembre 1939, c'est la mobilisation. Et le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et dans ce cadre-là, Charles de l'Estrin est rappelé au service actif pour prendre le commandement des chars de la 8e armée qui se trouve en Haute-Alsace, justement. Et lui, plus particulièrement dans la région de Belfort, avec une responsabilité sur le sud de l'Alsace. Et il se trouve que le colonel de Gaulle, en septembre 1939, quitte son régiment pour prendre le commandement des chars de l'armée qui se trouve juste au nord, la 5e armée commandée par le général Bourré, et il va installer son état-major auprès du général Bourré. À quel endroit? À Wagenbourg, donc tout près d'ici. Donc, vous voyez, entre ces 2 hommes, de l'Estrin et de Gaulle, il y a une certaine forme de poursuite, de proximité de carrière par la géographie et par l'histoire. Alors, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce qui se passe entre septembre 1939 et mai 1940, mais pour lire très simplement, Charles de l'Estrin, à partir de mars 1940, il va être appelé auprès de l'inspection générale des chars. Il est reconnu, et c'est marqué dans ses notations, comme un théoricien, un praticien et un technicien des chars. Il est en effet, à cette époque, parmi les officiers généraux, un des rares, pour ne pas dire le seul, à avoir cette expérience d'avoir commandé un bataillon de chars, un régiment de chars, une brigade de chars, les chars d'une armée, et se retrouver comme bras droit de l'inspecteur des chars. Donc il est vraiment, malgré ses 2 étoiles au bas des manches, il est reconnu comme un expert du domaine.
mars 1940, 3 divisions cuirassées existent en France par rapport aux 10 divisions allemandes qui sont déjà en place. Une 4e va être montée au mois de mai, confiée à un certain colonel de Gaulle. Et cette division va être sous les ordres, une fois encore, du général de Lestrin, qui va prendre la tête d'un groupement de chars très important en mai, fin mai, début juin 1940. Mais comme vous le savez, les affaires se terminent mal. La France est battue, l'armée française est battue. Le 22 juin 1940, eh bien, l'armistice est conclu. Et de Lestrin, pendant cette période de mai-juin 40, se dépensera sans compter pour essayer de fournir les matériels, de fournir les hommes, de mettre en place les matériels au bon endroit pour essayer de renverser cette offensive allemande. Mais après le 10 mai 40, on va dire que 5 jours après, malheureusement, la bataille de France était déjà perdue. En tout cas, de Lestrin ne se résigne pas. Il perd quelques hommes d'ailleurs de son état-major. Il perd un certain nombre de ses subordonnés. Et il arrive à regrouper son état-major avec ses officiers dans le centre de la France, à Quélus, que vous voyez sur cette photo. Et là, il va s'adresser une dernière fois à ces hommes, sous la forme d'un ordre du jour, avant de reprendre finalement sa retraite et de basculer une deuxième fois dans ce qu'on appelle la deuxième section des officiers généraux. Il va tenir un discours particulièrement percutant, à l'image un petit peu de tout ce qu'il a vécu depuis ses périodes à Saint-Cyr. Un des maîtres mots pour lui, c'est non seulement on ne se résigne pas, mais on garde confiance, comme vous pouvez le voir sur cet extrait. À partir de fin juillet 1940, donc il redécouvre la vie d'un officier général en deuxième section et il va prendre cette retraite dans la région de Bourg-en-Bresse. Mais une fois encore, il n'attend pas, un petit peu comme ses épreuves pendant la Première Guerre mondiale, ou lorsqu'il s'était blessé à Saint-Cyr, ou lorsqu'il s'était blessé dans son bataillon. Il va écrire. Il va écrire pour témoigner. Il va écrire pour essayer de féliciter tous les subordonnés qui ont travaillé avec lui, qui sont morts sur le champ de bataille pour leur pays. Il va se dépenser sans compter pour raconter une histoire, celle des chars. Et comme il le dit à la fin d'un mémo qui fait à peu près 170 pages, il termine ses explications par une phrase assez tranchante. Le combat des chars ne s'improvise pas. Et pourtant, il l'avait dit non seulement dans cette période qu'on appelle la drôle de guerre, entre 1939 et 1940, mais il l'avait dit plusieurs fois par différentes conférences durant ces différents temps de commandement. En tout cas, Charles de Lestrin, non seulement va tenter de féliciter tous ces hommes, il va se battre, en particulier, on le voit dans ses dossiers, pour que la 4e division cuirassée du fameux général de Gaulle soit également félicitée. Et il s'adresse à Vichy, il dit « Mais je ne comprends pas, pourquoi vous refusez mes propositions de décoration? Est-ce que c'est parce que cette division a été commandée par Charles de Gaulle ?» Donc il n'hésite pas à le demander, et pourtant on est au mois de septembre 1940. Il va garder contact avec ses subordonnés, et là, on rentre dans quelque chose de très important. On parlerait aujourd'hui des réseaux. Eh bien, il existe dans le monde des combattants, ou des anciens combattants aussi, des réseaux. Et en tout cas, en 1940, après la défaite, Vichy va interdire toutes les formes d'association, sauf celles qui concernent des anciens combattants. Un certain capitaine Perrette, à la fin de l'année 1940, va créer un bulletin de liaison entre ceux des chars de combat. Et de Lestrin va faire en sorte de faire des listes que j'ai vues, d'officiers qui sont un peu partout en France ou qui sont encore prisonniers en Allemagne, de manière à garder des liens. Garder des liens pour faire quoi? Eh bien, dans cet esprit de camaraderie, on va dire, dans cet esprit de cohésion, de partage des actions passées, des coups durs passés, du souvenir de ceux qui ne sont plus. Et il va, alors qu'il est passé quand même général de division, avant de prendre sa retraite, il ne va pas hésiter à revêtir sa tenue pour honorer les morts dans différents endroits, dans ce qu'on appelle la zone libre, comme vous savez, donc la zone sud, et on va dire un petit peu narguer Vichy. Il n'hésite pas à prendre la parole
et parfois d'ailleurs à critiquer un peu ouvertement les décisions prises par Vichy. D'ailleurs, cela le fera l'objet d'un rappel à l'ordre. Il va recevoir un courrier officiel. On va lui demander en quelque sorte de ne pas critiquer la politique du maréchal Pétain. Mais toujours dans sa retraite à Bourg-en-Bresse, il est, je vous l'ai dit, reconnu par les militaires, mais aussi de plus en plus reconnu par des gens qui commencent à agir dans l'ombre. Et ceux qui agissent dans l'ombre agissent de manière différente, ce qu'on appellera la résistance, comme vous le savez, ou les résistances. Certains agissent juin 40, en particulier des militaires, en cachant du matériel, puis un peu plus tard au sein de ce qu'on va appeler l'armée d'armistice. Mais d'autres agissent, soit en tant qu'anciens militaires ou en tant qu'anciens civils. Et en août 1942, alors que la zone libre est encore libre pour quelques semaines, le général de Lestrin va être approché. Il va être approché plus spécifiquement par un homme qui s'appelle Henri Freinet, mais aussi par d'autres de ses anciens subordonnés qui lui proposent de prendre la tête d'une armée clandestine, d'une armée secrète. Alors, pour faire un petit rappel, en cet été 1942, vous savez que depuis 1940, depuis juin 40, un certain Charles de Gaulle a franchi la Manche, qu'il est devenu le chef de la France libre, que son ambition depuis 40-41 et surtout fin 41, début 42, avec son bras droit politique, un certain Jean Moulin, d'Irex, c'est de parvenir à l'unité des mouvements de résistance. Il lui manque quelque chose à Charles de Gaulle. Il lui manque le bras armé, le bras militaire, donc c'est cette armée secrète. Donc, en août 1942, si on suit un petit peu la chronologie qui est quand même très intéressante, une première rencontre va se faire au domicile de Lestrin, à Bourg-en-Bresse, avec Henri Freinet, qui est à la tête du mouvement Combat dans la zone sud. Le 4 août, le général de Gaulle, depuis Londres, va donner un accord pour que Charles de Lestrin prenne la tête d'une armée clandestine. Et puis le 22 août, par un message transmis par la BBC, de manière assez laconique, de Charles à Charles d'accord. Donc Charles de Gaulle, eh bien, se souvenant de Charles de Lestrin, lui confie la tête de l'armée secrète. Et alors, à partir de fin août, du 28 août 1942, de Lestrin rencontre pour la première fois Jean Moulin. Jean Moulin, dit Max, dit Rex, et qui agit depuis fin décembre 1941 au sein de la France libre, qui est le représentant de la France libre, en France pour créer et unir, comme je l'ai dit, ces mouvements de résistance. La mission est évidemment extrêmement compliquée. En zone sud, comme vous voyez en bas de cette image, 3 personnages vont jouer un rôle majeur, en particulier Henri Freinet avec son réseau Combat, 2 autres, Jean-Pierre Lévy aussi, d'origine alsacienne, et puis Emmanuel Dacier de la Vigerie. Ces 3 mouvements sont les 3 principaux mouvements de résistance dans le sud de la France avant l'invasion de la zone libre par les Allemands en novembre 1942. Alors, en octobre, toujours 1942, le général de Gaulle, depuis Londres, confirme le général de Lestrin dans son commandement, et je cite une partie de sa déclaration. Donc le général de Gaulle dit la chose suivante, en s'adressant au général de Lestrin: « Personne n'est plus qualifié que vous pour entreprendre ce combat. C'est le moment, mon général, nous referons l'armée française. » 27 novembre 1942, sous la présidence de Jean Moulin, le général de Lestrin à Lyon, capitale de la résistance, comme vous le savez encore à cette époque, assiste à la première réunion de coordination des mouvements de résistance de la zone sud. Et pour Charles de Lestrin, l'objectif, c'est de regrouper tout ce qu'on appelle les groupes paramilitaires de la zone sud, en gros tous les mouvements militaires et armés, d'en prendre la tête. Et d'en prendre la tête pour faire quoi? Eh bien pour aider les Alliés le jour où les Alliés débarqueront en France. Alors, en décembre, donc vous voyez de août à décembre, énormément de choses évoluent.
Et en décembre, le général Delestrin, un petit peu comme en 1940, alors vous allez me dire c'est très militaire, va faire un ordre du jour et il va s'adresser à cette armée française, clandestine bien évidemment, qu'il faut désormais se mettre, non pas au travail, mais qu'il faut en tout cas mettre fin aux atermoiements. Il dit en clair que désormais un seul chef commandera, outre De Gaulle bien sûr, mais un seul chef militaire, lui, Charles Delestrin. Alors, fin 42, avec début 43, avec Jean Moulin, il va se rendre à Londres pendant un mois pour se voir confirmer cette responsabilité de chef de l'armée secrète. Donc vous voyez, donc De Gaulle va avoir pendant un mois à Londres ses deux bras, bras droit, bras gauche, son bras politique et son bras armé. Delestrin est connu des Anglais, bien évidemment. Je ne me suis pas trop appesanti sur les combats de 1940, mais Delestrin a beaucoup travaillé avec les Anglais, donc il est connu des grands chefs anglais. Il est connu aussi des chefs militaires, et De Gaulle, évidemment, le connaît. Et vous voyez que Delestrin se place, sans hésiter, sous les ordres de son ancien subordonné. Donc, durant cette période de février 1943, Jean Moulin, comme Delestrin, sont confortés, confirmés dans leur commandement. De retour en France, eh bien, les choses ont énormément évolué. Vous savez sans doute que l'année 1943 va être une année extrêmement compliquée pour la résistance française. L'ensemble du pays est sous la botte allemande, comme on dit, que les services de renseignement allemands, qu'ils soient de la police ou de l'armée, la Gestapo, l'Abwehr, sont particulièrement bien renseignés et efficaces, et que au-delà de cette efficacité, des maladresses de la clandestinité, de résistants, vont faire en sorte que, malheureusement, l'organisation de la résistance française est particulièrement bien connue des Allemands. Car, comme on s'en doute, la clandestinité, ça ne s'invente pas. Et pour des militaires en activité, c'est une posture inédite. Les militaires agissent en uniforme, aux yeux de tous, et ce n'est pas leur métier, sauf qu'à particulier, bien sûr, d'agir dans l'ombre. En tout cas, en 1943, mars 1943, la situation devient complexe. Jean Moulin, et comme Delestrin d'ailleurs, sont critiqués aussi dans leur commandement, en particulier par Henri Freinet ou par d'autres, qui souhaitent pouvoir passer à ce qu'on appelle l'action immédiate. À cette époque, De Gaulle n'est pas du tout d'accord. L'action immédiate, c'est quoi? C'est en gros, eh bien, lever les maquis, prendre les armes et aller combattre les Allemands. Vous savez que certains le feront. Vous savez qu'un certain nombre d'attentats, on dirait, sont faits au détriment des Allemands dès 1941. Mais en tout cas, pour l'engagement de cette armée secrète, il n'est pas question de passer à l'action tant qu'il n'y a pas un débarquement allié en métropole. Donc, printemps 1943, de nombreuses tensions au sein de la résistance. Et ça n'empêche pas Delestrin de continuer à sillonner la France, ce qui est d'ailleurs assez incroyable, à se rendre en particulier dans le Vercors pour soutenir un projet qui s'appelle le projet Vercors, qui deviendra le plan Vercors. Vous savez que c'est comme le plateau des Glières, il y a aussi le plateau du Vercors, qui va devenir une citadelle de la liberté pour les résistants. Donc Delestrin va se rendre dans le Vercors, va appuyer la mise en place de ce qu'on appellera les maquis du Vercors, et en rendre compte à Londres. En avril 1943, donc telle est la date de cette carte d'identité, la dernière qu'a possédée Charles Delestrin, Delestrin continue ses déplacements, et en particulier, il se déplace le 11 avril 1943 pour rencontrer les responsables paramilitaires de la zone nord cette fois-ci. Donc, je vous disais tout à l'heure que Jean Moulin va d'abord s'occuper de la zone sud pour unir les mouvements de la résistance, puis ensuite la zone nord. Et dans ses fonctions militaires, eh bien, Delestrin va tenter de regrouper les responsables paramilitaires de la zone nord, et donc de les rencontrer pour créer et mettre en œuvre ce qu'on appelle un comité de coordination des mouvements de la zone nord. Et tout ça se fait... je lis très rapidement dans la difficulté. Bien évidemment, l'occupant est toujours là, donc il faut se montrer discret. Et il y a des tensions entre les chefs de la résistance, il y a des tensions entre ceux qui sont à Londres et ceux qui ne sont pas à Londres.
entre ce qu'on appelle la résistance intérieure et la résistance extérieure. Bref, en tout cas, de l'Estrin, comme toujours, ne se résigne pas, n'hésite pas à prendre tous les moyens de locomotion existants à l'époque pour rencontrer les différents chefs et faire en sorte qu'ils ne parlent que d'une seule voix, celle de la France libre. Au mois de mai, de l'Estrin va faire un rapport à Charles de Gaulle, tout comme Jean Moulin fait des rapports aussi à Charles de Gaulle. À ce rapport, Charles de Gaulle va lui répondre par ce qu'on appelle une EPS, c'est une instruction personnelle et secrète, dans lequel il va poser le principe, cette fois-ci, de l'action immédiate. Vous voyez, les choses évoluent. Alors c'est toujours intéressant en histoire militaire, il faudrait faire plusieurs chronologies. En 1943, il y a la chronologie de la Seconde Guerre mondiale, très bien. Il y a la chronologie de la Seconde Guerre mondiale en France, très bien. Il y a la chronologie de la résistance, il y a la chronologie de la France libre. Et il faudrait comparer à chaque fois toutes ces chronologies pour bien comprendre les liens qui existent entre des événements qui se passent à Londres, ou qui se passent sur un champ de bataille, ou qui se passent dans l'état-major, qui se passent dans la résistance, ou qui se passent tout simplement dans la vie des Français de l'époque. Au mois de juin, de l'Estrin se rend une dernière fois à Lyon pour rencontrer Jean Moulin. Malheureusement, il semble que suite à d'autres imprudences, les Allemands, une fois encore, ont mis la main sur quelques documents qui étaient dans une boîte aux lettres. Vous savez que la résistance fonctionnait beaucoup par boîte aux lettres. Bon, la boîte aux lettres étant simplement une manière de faire passer des rendez-vous. Et il semble qu'à partir du mois de juin, le dispositif en fait mis en place par de l'Estrin est particulièrement repéré. Et on arrive à ce mois de juin 1943. Donc le 9 juin 1943, de l'Estrin va se rendre à Paris une nouvelle fois pour rencontrer des chefs de la résistance et en particulier rencontrer un certain René Hardy qui faisait partie de l'état-major de l'armée secrète, qui était à la tête d'un mouvement de résistance qui est plutôt axé sur la neutralisation des moyens de locomotion, des trains en particulier. Mais René Hardy, on y reviendra, est un personnage assez trouble. En tout cas, le 9 juin 1943, avec Jean-Louis Théobald et Joseph Gastaldo, qui appartiennent aussi à l'armée secrète, il se rend au métro La Muette, donc à Paris, rue de la Pompe, dans le 16e. Et là, il est arrêté par les Allemands, par des Allemands qui sont pas que forcément des vrais Allemands, qui sont des résistants retournés, le fameux Robert Moog notamment, ou René Saumande, qui sont des résistants retournés par les Allemands et des agents particulièrement redoutables et redoutés, qui connaissent très bien tout le dispositif de la résistance sous le commandement de ce fameux capitaine Kramer, qui lui est allemand. En tout cas, 9 juin 1943, de l'Estrin est arrêté et Jean Moulin, à Lyon, en est catastrophé. Il va très vite proposer une réunion qu'il se fera, donc, comme vous le savez, le 21 juin 1943 à Caluire et Cuire. Entre ces deux dates, les Allemands ont mis la main sur d'autres documents qui vous sont présentés ici, qu'on trouve aujourd'hui aux Archives nationales à Paris. Et lorsque je vous parlais de l'imprudence et que la clandestinité ne s'inventait pas, eh bien, Gérald de l'Estrin n'est pas exempt de cette imprudence, puisque les Allemands mettent la main dans sa sacoche sur un agenda, ou plutôt un agenda à répertoire, où on trouve un certain nombre d'informations. J'ai eu l'occasion de voir ces documents, et c'est très intéressant. Je fais une petite parenthèse un peu technique. J'avais proposé ça à des officiers de la gendarmerie qui ont des tas de moyens d'investigation. Je leur avais dit, mais vous devriez ressortir ce document et puis regarder à travers les papiers pour faire parler ces archives. Parce que ce qui est très intéressant, dessus sont marqués des tas d'inscriptions au crayon, bon, des mots codés, mais on trouve bien Bardot, le fameux Hardy, le 21 juin 1943, et puis d'autres informations qui sont gommées. Alors gommées par qui? Par de l'Estrin, gommées par les Allemands, ou gommées aussi, après la guerre, par des Français. Mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, 9 juin 1943, donc de l'Estrin est arrêté. Il va se retrouver à Paris, aux mains de la Gestapo, il va être interrogé, etc. Et
le 21 juin, donc, Jean Moulin, et on l'oublie souvent, va provoquer cette réunion avec un certain nombre de chefs de la résistance, simplement, pas uniquement pour les rencontrer, mais surtout et d'abord parce qu'il veut trouver un successeur à Charles de Lestrin, le chef de l'armée secrète, Vidal, dans la résistance. Et ça, on parle peu de cet enchaînement. Et un exemple, lorsque vous allez à Paris, par exemple au musée de l'Ordre de la Libération, où se trouvent tous les... non pas la mémoire de tous les compagnons de la Libération, mais quand même un certain nombre, vous avez une très grande vitrine de Jean Moulin, tout à fait légitime, et vous avez un tout petit cartel où c'est marqué Général de Lestrin. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez que le 21 juin 1943, c'est une réunion de Jean Moulin qui ne sort pas de nulle part. Elle sort parce que, justement, le 9 juin, le chef de l'armée secrète a été arrêté. Et entre les deux, il faut rappeler d'autres arrestations, en particulier l'arrestation de ce fameux général Frère, qui, à cette époque-là, est le chef de l'organisation de résistance de l'armée. Il y a en fait, en 1943, deux grands mouvements de résistance. Un dont le chef est le général de Lestrin, l'armée secrète, d'obédience, on dirait aujourd'hui gaulliste, mais à l'époque, c'était pas gaulliste, c'était la voix de la France libre. Et puis, un autre chef, le général Frère, qui, dans le prolongement de l'armée d'armistice, va devenir le chef d'une organisation clandestine que l'on appelle l'organisation de résistance de l'armée, qui, elle, est beaucoup plus girodiste, on dirait maréchaliste aujourd'hui. Mais en tout cas, les deux hommes se connaissent, s'apprécient, et ont besoin l'un de l'autre pour conduire leurs responsabilités dans la résistance. Alors, le général Frère est arrêté entre le 9 juin et le 21 juin 1943, précisément le 12 juin. Et s'il est arrêté, c'est intéressant, c'est pas pour rien. Il faut encore. Il y a à Vichy, à cette époque-là, un ministre plénipotentiaire allemand, un certain Roland Kruk von Nida, qui fait un rapport à Berlin. Il dit, bon, très bien, les services de renseignement mettent la main ou ont mis la main sur des résistants, mais il y a des anciens chefs militaires qui sont à Vichy ou ailleurs, et eux, potentiellement, c'est des gens dangereux. Donc, il faut les arrêter. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des mouvements un peu en tenaille entre ceux qui sont arrêtés le 9 juin parce qu'ils sont suivis, connus, etc., par les services de renseignement allemands, et puis il y a ceux qui sont connus, mais qui ne sont pas complètement de la résistance, ou un peu, on ne sait pas, enfin bref, en tout cas, les Allemands s'en méfient. Et au mois de juin, il y aura toute une série de chefs militaires, de quelques civils, qui seront également arrêtés. Le général de Lestrin, de son côté, le général Frère du sien, vont donc être interrogés, et puis être emprisonnés dans la prison de Fresnes à Paris pendant plusieurs mois, avec d'autres de leurs compagnons. On retrouvera, après la guerre, un petit mot de Charles de Lestrin dans un de ses livres de prière. Donc c'était, comme je vous l'ai dit, quelqu'un de conviction, qui n'agissait que par devoir envers Dieu et la patrie, comme il l'avait dit à sa famille. Et voilà, en fait, ce que l'on trouve après la guerre. Et ce petit document fait un peu, ou pourrait faire l'objet aujourd'hui, on va dire, d'un testament. Et surtout la dernière phrase. Et la dernière phrase est très intéressante et caractérise vraiment l'homme. C'est-à-dire que être exact, c'est évidemment pas être à l'heure, c'est bien être exact. Et être exact dans tout et dans toutes les missions qu'on lui confie. Après quelques mois à Fresnes, donc il est condamné comme d'autres à être Nacht und Nebel, vous savez, nuit et brouillard, donc selon le décret de Keitel de décembre 1941. Et en gros, comme vous le savez, la conséquence, c'est la disparition. Et la disparition dans un camp de concentration. Il va être envoyé au camp de Narzweiler-Struthof, comme vous pouvez le voir sur ce document, que l'on peut trouver dans les archives d'Arolsen, en Allemagne. Donc ça, c'est toujours intéressant de travailler dans les archives institutionnelles, en France ou en Allemagne. Et puis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans les archives aussi privées, où on trouve des documents parfois très intéressants, ne serait-ce qu'une simple petite lettre qui témoigne des conditions d'incarcération. En tout cas, cette petite fiche est assez terrible parce qu'elle nous montre que le 10 mars 1944, donc de Lestrin arrive au Struthof et il arrive finalement avec un pactage, on dirait, assez conséquent.
et tout est bien ordonné, tout est bien pris en compte par les responsables du camp. À ce moment-là, ou plutôt 3 mois plus tard, donc mars 44, on est en juin 44, en mai 44, pardon, arrive le général Frère. Alors, Delestrin et Frère se connaissent, hein, je vous ai dit tout à l'heure que Delestrin a servi sous les ordres de Frère. Frère a été gouverneur militaire de Strasbourg, il a été gouverneur militaire de Lyon, il était le chef de l'organisation de résistance de l'armée, il est déporté au Struthof comme Narth Nebel, sa femme est également déportée, mais dans un autre camp de concentration. Et 1 mois plus tard, il va décéder d'épuisement au camp de Struthof. Alors le général Frère, c'est le seul général d'armée invaincu de l'armée française en 1940. C'est quand même le seul général d'armée à être mort en camp de concentration, et c'est non loin d'ici, au Struthof. Et vous avez sur cette photo que certains connaissent peut-être, en bas à droite, eh bien, un de ces hommes qui aura assisté très longtemps le général Frère et qui témoignera longtemps après de la personnalité du général Frère. Mais revenons sur Delestrin. Donc Delestrin, dès qu'il arrive au Struthof, il est à la fois connu, apprécié par tous, quelles que soient les convictions religieuses ou politiques des uns et des autres. Et naturellement, les déportés vont tenter de le protéger. Vont le faire admettre à l'infirmerie, par exemple, le fameux revire. Il va être mis notamment dans les mains d'un étudiant en médecine, le certain Louis Hickel, qui va agir beaucoup à son profit avec un autre infirmier, d'ailleurs, je crois d'origine alsacienne aussi, un certain Nass. Et les deux vont s'occuper de Delestrin pendant toute cette période au Struthof. Les conditions de vie, évidemment, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps, mais en tout cas, ce qui est certain, pour refaire un lien avec le 80e anniversaire de la Libération, c'est qu'en septembre 1944, les Alliés sont déjà un pied en Alsace, et les Allemands décident d'évacuer le camp du Struthof. Donc une bonne partie des déportés sont envoyés vers Dachau, sauf, comme vous le savez sans doute aussi, une bonne centaine, dont ceux du fameux réseau Alliance, qui sont exécutés avant l'évacuation du camp. À Dachau, après avoir fait d'autres rencontres au Struthof, le général Delestrin va rencontrer le seul évêque déporté. Il a été cité tout à l'heure par Guy Muller, Monseigneur Piguet, Edmond Michelet également, qui est le futur ministre des Armées sous le premier gouvernement de Gaulle. Et Edmond Michelet, comme Monseigneur Piguet, vont tout de suite, d'emblée, d'après les témoignages, se mettre au service ou sous les ordres du général Delestrin. Edmond Michelet, qui était en quelque sorte le représentant des Français du camp, va d'emblée confier au général Delestrin cette responsabilité, évidemment en clandestine, mais en tout cas, il va faire très vite l'admiration de tous. Et il y a plusieurs petites anecdotes qui sont intéressantes. Delestrin avait l'habitude, c'était un petit bonhomme, comme on dit, il avait l'habitude, même à 62 ans, de faire sa toilette tous les matins, sous le regard un peu ébahi des uns des autres, de faire de la gymnastique, de traverser les allées du camp du Struthof comme de ceux de Dachau en sifflotant des airs d'opéra. C'était un amoureux de musique, paraît-il. Et puis, n'hésitant pas à réconforter les uns et les autres, dans des situations parfois un peu burlesques, mais en fait dramatiques. Juste un exemple, il est à un moment donné pris de furoncle, donc il est soigné par un de ses camarades de misère, un certain Shepard. Il va être opéré avec une boîte de conserve, enfin, vous imaginez. Bref, et donc il aura des cicatrices assez importantes sur la tête, et on lui mettra un grand drap, et à l'image un peu d'un mamamouchi turc, on l'appellera le mamamouchi du camp. Voilà. Le grand mamamouchi se promènera comme ça dans le camp de Dachau en sifflotant des airs d'opéra. En tout cas, il fait l'admiration de tous. De nombreux témoignages, une fois encore, de personnes qui ne partagent pas du tout ses convictions témoigneront longtemps après. Juste 2 exemples, enfin même 3 d'ailleurs. Un exemple qui est donné par un certain Pierre Metzger, ancien déporté de Dachau,
qui dira que je ne l'ai jamais vu, je n'ai vu un homme, je n'ai jamais vu un tel homme aussi droit et aussi honnête. Alors à Dachau, en 1945, progressivement devant l'arrivée des Alliés, les Allemands décident de mettre un petit peu, entre guillemets, à l'honneur, de mettre un peu à l'écart un certain nombre de prisonniers, de déportés, dont de Lestrin, dont Piguet, dont Michelet. Pourquoi? Peut-être aussi pour en faire une monnaie d'échange, ce qui se fera. Devant l'arrivée des Alliés, les Allemands se disent que potentiellement ça peut éventuellement servir. Mais les choses se compliquent pour de Lestrin, parce que comme c'est un homme droit, il a peut-être, selon divers témoignages, lors d'un appel, vous savez que les appels dans les camps étaient particulièrement douloureux, longs et compliqués, il a revendiqué, en fait, de manière peut-être un peu trop ostentatoire, sa fonction de général de l'armée française, et en particulier de général de l'armée française sous les ordres d'un certain De Gaulle. Ce qu'on voit à travers cette manière de faire, eh bien, va l'amener à peut-être le condamner. En fait, à un moment donné, il est appelé par les gardes du camp, et on lui demande de prendre ses affaires, de sortir du camp, et là, il est exécuté et il disparaît à jamais. Alors après la Seconde Guerre mondiale, il y aura un certain nombre de procès, notamment les procès de Dachau. Quelques capots ou gardiens du camp donneront quelques éléments d'explication, mais on ne saura jamais vraiment pourquoi de Lestrin, à quelques jours de la libération du camp, soit le 19 avril 1945, donc date de sa mort, 10 jours avant la libération du camp, pourquoi de Lestrin a été exécuté, et pourquoi il n'a pas été exécuté plus tôt, puisqu'il était, comme je vous l'ai dit, Nartun-Nebel, donc condamné à disparaître. Peut-être qu'il a revendiqué un peu trop fort et de manière trop ostentatoire sa position de chef militaire dans la clandestinité. Peut-être aussi qu'un ordre est en effet venu de Berlin, via Munich, de l'exécuter, comme d'autres. Mais là, mystère de la vie, mystère de la mort, pour l'instant, on ne sait pas exactement quelles sont les raisons. En tout cas, le général de Gaulle, le 9 juillet 1945, écrira à Madame de Lestrin en disant en particulier ceci: « Madame, rien ne pourra éteindre la dette que la France a contractée vis-à-vis de vous, si ce n'est la certitude que la mort héroïque du général de Lestrin n'aura pas été vaine. » Pour reciter encore Pierre Metzger, ancien déporté de Dachau, Pierre Metzger disait en 1998 « Je conserve de cette époque, gravé à jamais dans ma mémoire, le souvenir d'un homme qui ne s'est jamais incliné, sauf lorsque le SS l'ont obligé à s'agenouiller pour l'abattre d'une balle de revolver dans la nuque ce 19 avril 1945. » Enfin, en hommage au docteur François-Yves Guillain, que j'avais eu la chance de rencontrer, donc François-Yves Guillain, tout comme Daniel Cordier, avait été le jeune secrétaire de Charles de Lestrin lorsqu'il était à Lyon, au même titre que Daniel Cordier avait été le secrétaire d'un certain Jean Moulin à Lyon. En tout cas, ce docteur Guillain, après sa médecine et surtout après sa retraite, s'était pris d'affection pour cette histoire et la vie de Charles de Lestrin. On avait écrit d'ailleurs une première biographie en tant que témoin. Et il m'avait dit, quelques mois avant sa mort, la chose suivante: le général de Lestrin donnait toujours l'image non seulement de la sérénité, mais de la certitude qui était en lui, de la victoire finale, de celle de la France et de ses alliés en qui il avait toute confiance. Alors de Lestrin, à partir de 1945, dont on rentre dans cette mémoire va être portée par une association, va être portée par des noms de promotion d'officiers. Là, vous voyez celle de Saint-Cyr en 88-91, et puis juste un peu avant, celle d'une promotion d'élèves officiers de réserve. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en 1989, un hommage national va être organisé sous la présidence de François Mitterrand, qui se compose, je dirais classiquement, d'un hommage aux Invalides à Paris, et puis ensuite d'une entrée au Panthéon. Alors une entrée au Panthéon, en fait, c'est l'inscription de son nom au Panthéon, donc le 10 novembre 1989. Mais
une nouvelle épreuve, vous voyez, même après sa disparition. La veille, le mur de Berlin est tombé. Donc, bien évidemment, dans la presse, personne ne parle de l'hommage national de Charles de Lestrin, personne ne parle de cette inscription au Panthéon, si ce n'est, paraît-il, une brève dans, je crois, l'aurore de l'époque. En tout cas, comme le dit François Mitterrand dans son discours, le général de la nuit resplendit toujours. Alors, cet hommage de la nation se déroulera. Le nom de Charles de Lestrin est inscrit désormais à l'intérieur du Panthéon à Paris. Et puis, en guise de conclusion ou de réflexion, je vous propose cette petite citation de Charles de Lestrin, dont dite lors d'une intervention au profit d'un certain nombre de militaires de la place de Metz en 1939. Et, comme le veut la tradition, je suis prêt évidemment à répondre à toute question supplémentaire. Merci. Merci Jean pour ce formidable voyage et cette découverte d'un personnage exceptionnel. On est tous un peu sous le choc. Moi, malgré tout ça, je suis obligé de dire deux choses. La première, c'est qu'il est 9h05. Nous devrons quitter la salle au plus tard à 9h45. Donc nous avons à peu près 30-35 minutes de questions. Qui est-ce qui veut commencer? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Beaufort. J'ai une petite erreur, peut-être pas une erreur, mais si c'est une erreur. Mon père, Louis Hickel, docteur Louis Hickel, était à Dachau et n'était pas au Struthof. Donc il a soigné M. Delestrin, Michelet, donc c'est pour juste rectifier Effectivement, ma langue a fourché, mais oui, il s'agit bien de Dachau, bien entendu. Merci beaucoup de le rappeler. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le rôle de Hardy dans la chute de Lestrin et de Jean Moulin? Alors, René Hardy, dit Didot, ou d'autres sobriquets dans la Résistance, effectivement est un personnage assez intéressant et en même temps un peu trouble. Alors pourquoi intéressant? Parce qu'il participe à l'organisation de l'armée secrète avec de Lestrin, il fait partie de son état-major. Il a un rôle aussi important à la tête d'un mouvement de résistance plutôt dans le Nord, et on va dire que c'est un résistant engagé. Il se trouve qu'au printemps 1943, il va être approché par les Allemands, et dans un voyage, alors là c'est peut-être un peu rocambolesque, je ne sais pas, mais en tout cas à un moment donné, il est approché par les Allemands, et il est, semble-t-il, retourné. Donc René Hardy va donner quelques informations aux Allemands. Donc il va bien être arrêté, il va être relâché, et il donnera des informations. Mais il continue toujours à servir au sein de la résistance. Alors, ce qui est intéressant, c'est le mois de juin 1943. En effet, de Lestrin va rencontrer Hardy à Paris. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que Hardy va être présent à Caluire, en théorie, à la réunion provoquée par Jean Moulin. Entre les deux, qu'est-ce que fait René Hardy? Est-ce qu'il continue à renseigner les Allemands? Quoi qu'il en soit, à Caluire et Cuire, le 21 juin 1943, Hardy va réussir curieusement à s'échapper. Il ne sera pas arrêté par les Allemands. Donc, après l'année 43-44, l'année 45 se termine par la victoire des Alliés, mais le cas Hardy interroge. Il va être arrêté, il va y avoir 2 procès successifs, et à chaque fois, il va être acquitté. Et ce qui est intéressant, c'est que Madame de Lestrin, la veuve du général de Lestrin, dira, après la guerre, que le lendemain de l'arrestation de son mari, donc le 10 juin 1943, elle déclarera que c'est la Gestapo, en toquant à sa porte, qui avait dit « c'est Hardy qui nous l'a donné ». Donc, René Hardy, Didot. Autre élément, semble-t-il, d'après quelques témoignages, mais alors là il faut toujours s'en méfier, c'est marqué nulle part, de Lestrin lui-même l'aurait dit, alors cette fois-ci pas à Dachau mais au Struthof, il l'aurait dit à certains de ses compagnons de misère que c'est Hardy qui l'avait vendu. Quoi qu'il en soit, décision de justice, par 2 fois,
il est relaxé et innocenté. Alors aujourd'hui, le doute subsiste pour les spécialistes de la résistance, de l'histoire de la résistance. Il y a toujours un doute sur René Hardy, sur son rôle dans l'arrestation de Delestraint et encore plus important dans son rôle de l'arrestation de Jean Moulin. Voilà. Donc, et à la fin de sa vie, il écrira un livre, il refusera toujours, enfin il dira toujours qu'il n'y était pour rien. En revanche, dans le procès ou dans les procès, on verra qu'il a effectivement été approché par les Allemands et alors retourner complètement ou en partie, ça c'est encore compliqué. Donc aujourd'hui, dire qu'il est le responsable de l'arrestation et de la mort de Delestraint et le responsable de l'arrestation et de la mort de Jean Moulin, ça peut être très facile, mais ça peut être une explication tout à fait plausible. Une autre question ? Alors c'est comme pour la mort de Delestraint, on aimerait bien. Alors l'histoire, ça ne s'arrête jamais. Donc peut-être qu'un jour on trouvera la preuve formelle que Hardy a trahi. Peut-être qu'un jour on trouvera la preuve formelle que c'est Berlin qui a donné l'ordre d'exécuter Delestraint. Pour l'instant, ces papiers, on ne les a pas encore. On a des témoignages de résistants, on a le témoignage de Madame Delestraint. Bon, ça c'est quand même assez incroyable. On a les témoignages de gens qui auraient entendu Delestraint dire que c'était Hardy. Voilà. Mais en tout cas, dans les archives allemandes, enfin, à ma connaissance, aucun document pour l'instant ne prouve formellement la responsabilité de René Hardy. Monsieur le maire. Merci pour ce témoignage. Quel était l'avis de la famille du général Delestraint pendant que lui s'engageait dans la résistance? Donc la question sous-jacente, à partir de quand les Allemands l'ont identifié et quelles en a été les conséquences pour sa famille? La famille du général de Gaulle est allée en Angleterre. Qu'est devenue la famille de Delestraint pendant cette période? Est-ce qu'elle a subi des pressions? Est-ce qu'elle a été emprisonnée? Est-ce qu'elle a été questionnée? Est-ce qu'ils ont été dépouillés de leurs biens? Est-ce qu'ils ont été sous pression? Ou est-ce qu'ils ont vécu tout à fait naturellement ou normalement? Les Allemands connaissent très bien les chefs militaires français de 40, donc connaissent très bien le général Delestraint, qui avait été le seul à la tête d'un groupement de chars, donc c'était une personnalité du monde des chars qui était connue, donc les Allemands le connaissaient. Donc on peut imaginer qu'ils le suivaient, entre guillemets. Lorsqu'il est en deuxième section, lorsqu'il est à la retraite pour la deuxième fois, à partir de 1940, il se retire à Bourg-en-Bresse avec sa famille. Il continue, comme je l'ai expliqué, à voir un certain nombre de ses anciens camarades de combat, subordonnés, et sa famille, en fait, va vivre une vie classique sous l'occupation. Cependant, comme dans la famille de Delestraint, ayant la chance d'avoir rencontré la petite fille Gérald Delestraint, dans les discussions, la femme du général Delestraint, comme sa fille, était extrêmement discrète. Et je me suis aperçu, en regardant un certain nombre d'archives de la famille, que Madame Delestraint veuve avait été fait chevalier de la Légion d'honneur, qu'elle a été décorée de la Croix de guerre, et que sa fille avait été décorée de la Croix de guerre et de la médaille de la Résistance. Donc, je me suis dit, ils n'ont pas fait que attendre que ça se passe à Bourg-en-Bresse. Et en discutant un peu avec la petite fille qui avait quelques éléments, elle m'a dit que oui, effectivement, maman, donc la fille de Charles Delestraint, transmettait des messages de manière normale avec sa bicyclette. Bon. La manière dont elle avait raconté ça, c'est comme si elle allait à la boulangerie chercher sa baguette de pain, elle transmettait des messages avec sa bicyclette. Donc je trouvais que voilà, mais je pense qu'ils ont joué un rôle tous les deux dans l'environnement de la résistance locale, mais après ils n'ont pas été embêtés plus que ça par les Allemands, excepté la visite de la Gestapo le lendemain, qui a essayé de mettre la main sur des documents. Il n'y avait rien, ou du moins s'il y avait quelque chose, ça avait été caché. Du coup, Madame Delestraint et ses filles ses deux filles sont restées, enfin sa fille, qui n'était pas mariée encore, sont restées à Bourg-en-Bresse tout le reste de la guerre. Bonsoir. Je voulais savoir, j'espère que ma question ne sera pas un doublon par rapport à la question précédente, mais au niveau de Madame Delestraint, est-ce qu'elle avait un rôle de communicante dans la résistance? Est-ce qu'on a retrouvé des lettres? Et en termes de force morale offert à son époux ou d'autres gens de sa famille, est-ce que des lettres définissent un rôle important de Madame Delestraint en tant que communicante et soutien de force morale? Alors, je n'ai pas connaissance de documents
familiaux, en dehors des documents institutionnels que j'ai cités, hein, montrant ses états de service pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Madame de Lestrin, après la guerre, ne voulait plus entendre parler, en fait. Bon, je pense qu'il y avait une telle admiration, quelque part, pour son mari, mais en même temps une telle douleur, qu'elle ne voulait pas en parler. Donc, il n'y a pas de témoignage, je n'ai jamais vu, même en discutant avec la famille. J'ai eu toujours du mal un peu à savoir ce qu'avait fait, en effet, Madame de Lestrin et ses filles, en dehors des traces officielles que l'on connaît. Donc, je n'ai pas pour l'instant plus d'informations. Bonsoir. Il m'est venu une question annexe à vous écouter. L'arrestation donc en 1944 à Lyon. Est-ce qu'il y aurait une relation proche ou lointaine avec l'arrestation de Marc Bloch? Ah. Alors, je pense que le niveau, entre guillemets, mais c'est pas une critique bien sûr, le niveau n'est pas le même. C'est-à-dire que dans les arrestations du printemps 43, enfin mai, juin et surtout juin 43, les Allemands cherchent à arrêter les grands leaders. Donc tous ceux qui sont arrêtés, de Lestrin à Jean Moulin, en passant par Frère, et puis tous les autres, il y en a beaucoup d'autres, c'est des chefs de réseau, des chefs de mouvement, des chefs en puissance, etc. Marc Bloch n'était peut-être pas, et sûrement pas, dans ce niveau en fait, d'engagement dans la résistance. Je vais peut-être poser une question, moi, Jean, si tu le permets. Ce qui m'a séduit dans ta présentation, c'est la comparaison des deux personnalités de Lestrin et de Gaulle de l'autre côté. Ils sortent du même moule, pourtant ils sont très différents. L'un est légaliste, il regarde et il observe. L'autre agit, il est factieux d'emblée. Et pourtant, au moment décisif, de Lestrin accepte, ce qui est fantastique, de se mettre sous les ordres de son ancien subordonné. C'est extraordinaire au niveau décisionnel. Ce qui me fait penser à une proposition qui a peut-être dû être faite, et ce qu'on n'a jamais proposé de Lestrin à la sainteté. Tu as dit tout le temps qu'il n'avait rien fait de travers, il a tout fait juste. Peut-être la seule critique que tu as faite, c'est au moment où il a les quelques écrits qu'il a laissés traîner et qui sont tombés dans les mains de la Gestapo. Alors, ce qui est intéressant, j'ai coupé un peu dans les virages, mais en juin 1940, lorsque Charles de Gaulle commande sa division cuirassée, après ses engagements à Montcornet, puis ensuite à Abbeville, vous savez qu'il a aussi des ambitions politiques, donc il va être nommé sous-secrétaire d'État, etc. Et juste un peu avant, Charles de Gaulle se verrait bien comme le grand chef des chars en France, alors qu'évidemment tout va mal à ce moment-là, on est fin mai 1940, début juin 1940. Mais dans une lettre, il écrit à ses chefs de proposer Charles de Lestrin comme le grand maître des chars. Donc, il le reconnaît, alors qu'on est... C'est pas encore la débâcle, comme on l'a dit plus tard, mais en tout cas, il l'écrit. Ça, c'est De Gaulle qui écrit. Charles de Lestrin, le grand maître des chars. Et sur ça, c'est la dimension, effectivement, qui amène la question institutionnelle ou républicaine. C'est, comme il a commandé une armée secrète, clandestine, il existe dans une tradition... pas que républicaine d'ailleurs, pour un chef militaire, en général, lorsqu'il a commandé une armée, il peut potentiellement un jour accéder à cette dimension honorifique qui est le maréchalat de France. Donc en fait, devenir maréchal de France à titre posthume, comme un Leclerc ou un Delatte de Tassigny, qui ont tous les deux commandé des armées au feu. Et là, il a commandé une armée clandestine. Donc effectivement, j'ai la deuxième question, pourrait-il être à titre posthume maréchal de France? Deuxième question, au vu de sa vie, de son parcours, on m'avait déjà posé cette question, mais ne pourrait-il pas un jour être bien heureux, après tout? Parce que dans sa manière de faire, c'est un homme debout, jusqu'au bout, il ne lâche rien. On dirait ça aujourd'hui, je ne sais pas s'il le disait comme ça à l'époque. Mais en tout cas, sur ces deux aspects, à titre posthume, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, il y a des gens qui m'ont déjà posé la question, alors je ne suis pas dans tous les secrets, je ne sais pas s'il y a un dossier... à Paris pour qu'il devienne maréchal de France à titre posthume, et je ne sais pas si à Rome, cette fois-ci, il y a un dossier de canonisation en cours. En tout cas, les deux questions, oui, se posent. Alors après, comme on le sait, il y a des moments
de mémoire. On est dans le 80e anniversaire. On parle déjà d'un certain nombre de cérémonies en Alsace, bien sûr, mais pas plus tard qu'hier, on parlait aussi de Berlin et de Dachau. Donc voilà, on sent qu'il y a des choses qui se préparent pour l'année prochaine, dans le cadre de la libération des camps en 1945 et en particulier de Dachau. Voilà, donc les choses se font. Est-ce que ça sera l'occasion de relancer ces sujets? C'est en tout cas une bonne idée. Encore une ou deux questions et on s'arrête, hein, parce qu'il va être l'heure. Oui, une petite question. Sur la photo, on a vu, lors de l'arrestation, on a vu Klaus Barbie. Il me semble que Jean Moulin, très rapidement, il est tombé dans les griffes du sinistre Barbie. Avez-vous une idée pourquoi Delestraint n'a pas été, lui non plus, interrogé, je dirais, par Klaus Barbie? Alors là aussi, c'est des hypothèses, parce qu'on sait que Delestraint, dont je vous ai dit, parlait très bien allemand, connaissait très bien les Allemands. Lorsqu'il est arrêté, il n'est pas torturé, il n'est pas bousculé, il est interrogé, mais très vite, il va dire qui il est. Donc il reste debout. Il dit oui, je suis le chef de l'armée secrète, m'avait arrêté, etc. Donc il ne se résigne pas, il dit les choses telles quelles, sans trahir qui que ce soit. Peut-être aussi que les Allemands ont une certaine forme de respect pour lui, c'est un militaire, c'est une hypothèse. Jean Moulin est un civil, et puis Jean Moulin, vous savez, en 1940, il a déjà résisté aux Allemands une première fois. Les Allemands voulaient lui faire porter le chapeau, comme on dit, sur la mort de certains Allemands, et surtout, il avait refusé de dénoncer des soldats français d'origine nord-africaine. Enfin, il y a toute une histoire, et vous savez, Jean Moulin essaye de se suicider en 1940, etc. Donc les Allemands le connaissent, mais peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils ont été aussi un peu trompés, parce que autant ils connaissent, comme je vous l'ai dit, la résistance, mais Jean Moulin, ils ont du mal à savoir qui c'est exactement. Et en effet, il va être torturé et il va mourir très vite dans un train en juillet 1943, quelque part dans la région de Metz, et disparaître. D'ailleurs, c'est ce qui l'unit aussi à Delestraint, disparaître complètement. Alors, paraît-il qu'on aurait retrouvé ses cendres. Bon. En tout cas, Jean Moulin, comme Charles Delestraint, ne laisse aucune trace physique, en tout cas, de leur vie. Donc, Klaus Barbie, oui, il est l'homme de l'arrestation de Caluire-et-Cuire. Il n'est pas l'homme de l'arrestation de Charles Delestraint à Paris. Voilà. Petite question. Comment se fait-il et comment peut-on expliquer que le général Delestraint n'ait fait son entrée au Panthéon qu'en 1989 et pas pendant la présidence du général de Gaulle? Alors, là, on rentre dans la lutte ou le combat des mémoires, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez que la dimension mémorielle, elle est quand même liée à la dimension politique. Donc, je crois très simplement qu'en 1945, il est aussi intéressant pour De Gaulle de capitaliser sur ce qu'il a fait, et en particulier sur ses actions de résistance. Donc on va oublier un peu l'armée de 40. Delestraint, c'est un homme de 40, finalement. Essentiellement, il est connu pour ça. Et ensuite, il n'aura exercé que pendant 9 mois la tête d'une armée secrète. Il sera d'ailleurs le seul chef, il n'y aura pas de successeur officiel. Et après la guerre, peut-être que, de par la personnalité aussi de Delestraint, cet homme qui ne se courbait jamais, peut-être aussi par cette dimension à la fois patriotique et religieuse qu'il avait, il n'était peut-être pas l'homme que Charles de Gaulle ou d'autres, après, voulaient porter un peu, on dirait, au Capitole, ou en tout cas au Panthéon. Mais il a fallu tout un travail par la suite de valorisation de ce qu'il avait fait, de la reconnaissance de ce qu'il avait fait pour qu'il soit complètement reconnu. Voilà. Après, c'est comme le général Frère. Alors là aussi, c'est très compliqué. Le général Frère, c'est celui qui a présidé le tribunal qui condamne à mort De Gaulle en 1940. Donc, le général Frère, il est mort au Struthof. Et lorsque vous allez au Struthof, il y a 2 personnages qui sont mis à l'honneur sur un panneau, hein, vous les connaissez, Delestraint d'un côté et Frère de l'autre. Bon, mais tous les 2 ne sont ni saints ni maréchal de France. Alors, effectivement, il y en a d'autres qui ont eu une destinée mémorielle plus importante, plus rapide après la Seconde Guerre mondiale. Là, il a fallu attendre 1989. Alors,
pourquoi, quels étaient les éléments décisionnels à Paris et au plus haut niveau pour arriver à cette décision. Là, j'avoue que c'est encore un peu, non pas mystérieux, mais un petit peu mis à l'ombre, sans faire de jeu de mots. Donc voilà, peut-être qu'un jour on en saura un peu plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des anciens des chars qui étaient encore vivants, j'ai parlé du docteur Guillain ou d'autres, de l'environnement de Charles de Lestrin, ont essayé de porter cette mémoire. Et dans les acteurs, il y avait des anciens résistants qui étaient connus et qui ont essayé de valoriser cette mémoire et de valoriser le personnage pour que le de Lestrin ait non seulement une rue éventuellement à Paris ou ailleurs, mais qu'en plus il soit reconnu au plus haut niveau. Dernière question ici. Allô, merci. Donc vous nous avez montré son action au début de la guerre, mais qu'est-ce qu'il a fait réellement en tant que résistant, comme chef de l'armée secrète? Est-ce qu'il y a des actions qu'il a revendiquées Parce qu'on n'a pas vu son action réellement pendant cette période. Pour le dire un peu trivialement, un chef c'est fait pour cheffer, donc il cheffe. Oui, il est mort trop tôt avant d'avoir pu faire quelque chose. Et donc en fait, lui, sa mission, c'est d'organiser, c'est vraiment un rôle d'organisateur, de coordonnateur des éléments de la résistance. Donc lui, son objectif, c'est de rencontrer tous les chefs ou les sous-chefs ou les potentiels chefs de la résistance qui sont un peu partout en France pour les unir sous l'autorité d'un Charles de Gaulle qui se trouve à Londres. Donc ces actions concrètes, si on veut être très concret, c'est tout le temps qu'il passe à droite à gauche en France, toutes ces rencontres qu'il fait, toutes ces discussions qu'il fait, et parfois extrêmement compliquées avec, j'ai parlé d'Henri Freinet, il y a une discussion extrêmement violente sur la manière de conduire les actions en clandestinité, et donc c'est ça qu'il faut lui reconnaître. Voilà, ne retenez surtout pas le général de Lestrin avec une mitraillette Sten sous le bras en train de mener des embuscades. Non, c'est pas le niveau, si je peux me permettre. Merci Jean. Il est maintenant tradition de remercier le conférencier, comme d'habitude, en lui remettant 2 bouteilles de vin de Molsheim et 2 livres de notre collection Histoire et Patrimoine, un livre sur les Jésuites et un livre sur les cartes, sur la Chartreuse de Molsheim. Alors Grégory m'a dit tout à l'heure quelque chose de rigolo. Est-ce que tu veux te lancer dans les ordres pour avoir choisi ces 2 livres dans notre collection? Je sais que tu as tous les autres et que c'était les 2 seuls que tu n'avais pas encore. Merci Jean, vous pouvez encore une fois l'applaudir. Quelques mots sur la suite des événements. D'abord la brochure, sous l'égide de Grégory Oswald qui est présent dans la salle. Un certain nombre de personnes travaillent de façon acharnée pour essayer de sortir ce livre le plus rapidement possible, si possible au moment des événements qui auront lieu au mois de novembre. On a bon espoir. Grégory s'y emploie, il dort très peu en ce moment pour justement, sur son temps libre, arriver à sortir ce livre en temps et en heure. On le remercie déjà à l'avance. La prochaine conférence sera consacrée justement à cette production. Elle se passera d'une façon un peu originale dans la mesure où chacun des participants au livre choisira une photo et à tour de rôle, les différents participants commenteront la photo qu'ils ont choisie. Parmi les participants, vous aurez le privilège de revoir Jean Bourcard, vous aurez le privilège de voir Grégory Oswald, Alphonse Trossler, Bernard Bourg, Frédéric Naud-Dufour, Luc Heinrich, Pierre-Valentin Blanchard, je crois que j'ai oublié personne. Tout le monde est là. D'accord. Et dès à présent, je vais aussi vous signaler qu'il y aura plein d'événements dans la semaine de la libération de Molsheim, aux environs du 25-26 novembre. Toute la semaine, il y aura quasiment un événement tous les jours, à la fois en ville, au trèfle, ailleurs. Ça va être une semaine très productive, et donc essayez de vous garder des créneaux pour ce moment-là, pour pouvoir profiter pleinement de cette semaine. Au mois de novembre, on abordera la résistance des femmes avec Madame Masconi, qui viendra nous parler de la place des femmes dans la résistance. Au mois de janvier, on aura une conférence sur la bataille de la poche de Colmar. Et au mois de février, le nouveau directeur du CERD viendra nous parler de la prison de Queuleux,
où la Gestapo a considérablement malmené un certain nombre de prisonniers dans ce camp, des Alsaciens et des Mosellans. Le livre vient de sortir et on aura la chance d'avoir M. Langolt et M. Neveu qu'on a déjà vus ici à ce moment-là. Donc voilà, maintenant on est dans les temps. Je vous invite à quitter rapidement les lieux pour qu'on puisse dégager la salle. Merci d'être venus. Bon retour chez vous. Je ne peux même pas vous proposer d'aller boire une bière parce que ça risque d'être bruyant. Il y a des concerts dehors. Bon retour et merci.